Quand on parle d'islam, il est très facile de commettre une erreur. Celle de penser la religion, mais aussi l'histoire arabo-musulmane, uniquement à travers le prisme du sunnisme. Car oui, c'est vrai, les sunnites représentent quand même entre 80 et 90% des musulmans. En chiffres, ça nous donnerait environ 1,5 milliard de personnes. Autrement dit, l'écrasante majorité des croyants appartiennent à ce courant de l'islam. Le problème, c'est que partant de ce constat, on a tendance à oublier les autres courants, que ce soit le chiisme bien sûr, mais aussi le kharijisme, ou encore des groupes difficilement classables parmi les grands courants, comme par exemple les Mu'tazilites. Et là, on tombe justement dans un piège, puisque notre manière d'aborder la religion musulmane subira, souvent de manière inconsciente, l'influence de la vision sunnite. Et finalement, c'est la même chose pour l'histoire, où finalement on a tendance à se limiter, sans s'en rendre compte, à la version officiellement défendue par l'islam sunnite. L'exemple le plus frappant étant celui de la succession du prophète Mohammed, qui, dans la tradition sunnite, n'aurait pas désigné de successeur, débouchant alors sur l'élection d'Abu Bakr. Alors que, dans la tradition chiite, il aurait bel et bien désigné son successeur en la personne de Ali. Et même moi, finalement, pour simplifier les choses, je dois le plus souvent me limiter à cette version officielle. Sans quoi, je pourrais désorienter une partie de ceux qui regardent mes vidéos. À ces deux problèmes s'ajoute en plus un troisième piège, celui de considérer le sunnisme comme un courant uni et monolithique où chaque croyant penserait la même chose. D'où l'idée aussi, pour certains, que le sunnisme représenterait l'orthodoxie de l'islam. L'orthodoxie pouvant être définie comme l'ensemble des pratiques et des doctrines partagées par la majorité des croyants et censées former les bases de la religion musulmane. Celui qui n'est pas en accord avec elle est alors considéré comme un hétérodoxe, comme quelqu'un ne suivant pas la bonne voie religieuse, l'islam majoritaire, et s'excluant de fait de la communauté musulmane. Mais le souci, c'est que ce terme d'orthodoxie, surtout utilisé par les occidentaux, est un concept calqué sur l'histoire du christianisme où le pape, et à travers lui l'église, représente la voie à suivre. Alors que, du côté de l'islam, on n'a pas de pape, mais simplement des savants religieux qu'on appelle les oulémas, qui émettent des avis qui n'ont pas valeur de dogme. Ce qui ne signifie pas non plus que cette vision est totalement erronée, parce que les sunnites s'accordent sur les textes, les dogmes et les méthodes de réflexion qui définissent les bases de l'islam. Pour les textes, on a le Coran et la tradition prophétique, avec notamment les recueils d'Al-Bukhari et de Muslim, et puis pour les méthodes de réflexion, on a par exemple le qiyas, l'analogie, ou encore l'ijma, c'est le consensus souvent au sein des oulémas. Et puis pour les dogmes, on a entre autres le caractère éternel du Coran, le certain libre arbitre de l'homme, tout en donnant une place à la prédestination, etc., etc. Pour autant, le sunnisme est un courant pluriel. Certes, on s'accorde sur les fondements de la religion, mais ça n'empêche pas des divergences d'opinion. En plus de ça, le sunnisme il n'est pas tombé du ciel, il n'est pas né comme ça, comme par hasard dès le 7e siècle et l'époque du prophète Mohammed. Il est au contraire le fruit d'évolutions, de réflexions successives, et surtout d'un contexte particulier au sein duquel il va prendre son essor, celui du 9e siècle. Cette période extrêmement riche que certains appellent notamment l'âge d'or de l'islam. C'est pour vous faire notamment découvrir cette histoire, celle de la naissance du sunnisme, que j'ai créé un nouveau cours. Encore une fois, comme pour le soufisme, il est adossé à une série de 3 lives avec des chercheurs, où l'objectif sera de vous présenter l'histoire et la richesse d'autres courants de l'islam. Alors pour ceux qui seraient d'ores et déjà intéressés, pour vous inscrire, tout se passe sur le premier lien dans la description. En sachant que jusqu'à la fin du mois de mai, le 30 mai, à exactement minuit pile, vous pouvez profiter d'une réduction de 50%. Ce cours ne s'adresse pas à tout le monde, bien sûr, mais seulement à ceux qui n'ont pas conscience de la grande pluralité interne au sunnisme, et surtout qui ne connaissent pas son histoire. Car malheureusement, on a tendance à regarder l'histoire comme une succession d'événements devant mener à une conclusion évidente et nécessaire, ici celle de la victoire du sunnisme face à d'autres mouvements et à la création d'une certaine orthodoxie musulmane. Mais dans les faits, c'est beaucoup plus complexe que ça, car le sunnisme n'est pas simplement le produit d'une réflexion religieuse.
il est aussi le fruit de luttes politico-religieuses, en particulier au IXe siècle, entre d'une part le calife abbasside, Al-Mahmoud en tête, d'autres groupes religieux, comme par exemple les Mu'tazilites, et enfin ceux que l'on va appeler les proto-sunnites, les précurseurs des sunnites, en l'occurrence les oulémas. Si le sunnisme émerge avec autant de force, eh bien c'est parce qu'il prend place au sein de ce fameux âge d'or de l'islam. Une période où s'est produit une véritable effervescence intellectuelle et culturelle, avec la réception du savoir antique à travers la traduction des ouvrages des auteurs gréco-romains et perses. Durant cette époque, principalement dans la première moitié du IXe siècle, certains savants arabo-musulmans se prennent de passion pour la philosophie. Et une partie d'entre eux, ça va être le cas notamment des Mu'tazilites, vont vouloir utiliser la philosophie dans le cadre de la religion musulmane. Ou plus précisément, ils vont chercher à interpréter les textes religieux et même à prouver l'authenticité de la révélation de Muhammad grâce à la raison humaine. Cette nouvelle façon de penser, ou plutôt de repenser l'islam, eh bien, ça a créé des tensions, aussi bien du point de vue religieux que du point de vue politique, car encore une fois, les deux sont extrêmement liés. Si le sunnisme est en partie le résultat de réflexions successives, il est aussi le produit de son temps, parce qu'il va se définir non seulement de manière interne, mais aussi, et peut-être surtout, de manière externe, en s'opposant à d'autres mouvements considérés comme étant adverses. Car finalement, la façon que l'on a de se considérer soi-même, le processus de formation de sa propre identité, dépend du regard que l'on va porter sur les autres et de la manière à travers laquelle on va penser nos différences, nos singularités par rapport à d'autres personnes. Et puis, au-delà de ces questions, les principaux textes fondateurs du sunnisme sont également le résultat d'évolution. La première source, le Coran, est logiquement centrale depuis le 7e siècle, puisqu'il est le résultat de la révélation offerte au prophète Muhammad. Mais, après le texte coranique, les musulmans, qu'ils soient d'ailleurs sunnites ou chiites, s'appuient sur la tradition prophétique, les hadiths. Aussi appelés sunna, il s'agit des récits censés transmettre l'enseignement du prophète Muhammad à travers ses paroles et l'exemple de son comportement. Seulement, si aujourd'hui il est évident que les hadiths constituent une source religieuse d'importance derrière le Coran, eh bien ça n'a pas toujours été le cas. Ce rôle essentiel réservé à la tradition prophétique, notamment dans le cadre d'une réflexion juridico-religieuse qu'on appelle le fiqh, eh bien elle s'est surtout précisée à partir de la fin du 8e siècle et du début du 9e siècle. Les fameux oulémas proto-sunnites tirent justement leur légitimité et leur autorité de leur grande connaissance de la tradition prophétique. Ils sont les Ahl al-Hadith, les partisans de la tradition. Ils sont les garants de la conservation des hadiths, puis de leur transmission. Je pourrais encore continuer en vous disant que les principaux recueils de hadiths du sunnisme, en particulier ceux d'Al-Bukhari et de Muslim, eh bien, ils n'ont pas immédiatement fait consensus au sein de la communauté musulmane. Déjà, la simple mise par écrit de la tradition prophétique a divisé les savants religieux, entre ceux qui étaient partisans de sa conservation puis de sa transmission à travers des recueils, et puis ceux qui voulaient que tout cela se fasse uniquement à l'oral. Quant aux recueils de hadiths d'Al-Bukhari et de Muslim, ils ont été critiqués dès le 9e siècle, parce qu'ils représentaient une nouvelle méthode destinée à évaluer l'authenticité des récits prophétiques. D'où le nom d'ailleurs de ces œuvres, les Sahih, censés regrouper en grande partie des traditions authentiques qu'on appelle Sahih en arabe. Ce n'est donc qu'à partir du 9e siècle que le sunnisme s'est réellement développé, puis des siècles plus tard qu'il a fait consensus au sein de la communauté musulmane, au point aujourd'hui de représenter quasiment 90% des musulmans dans le monde. Enfin, je finirai par rappeler que le sunnisme est pluriel. Et ça, malheureusement, eh bien, on a tendance à l'oublier trop facilement, ou à ne pas le savoir aussi, c'est tout à fait possible. Parce que le sunnisme se décompose en 4 écoles juridiques principales, que sont le hanafisme, le malikisme, le shafi'isme et enfin le hanbalisme. Chaque groupe possède des avis différents, même si parfois c'est quand même de l'ordre du détail, mais en plus, au sein de chaque école juridique, on n'est pas forcément toujours d'accord. Ajoutez à cela 2 écoles théologiques, le acharisme et le maturidisme, et vous comprenez, ou pas d'ailleurs, car c'est quand même assez complexe, que l'islam sunnite se caractérise par une grande richesse de points de vue et de conceptions. Et donc, c'est pour vous présenter tous ces développements, et ce qui se joue au sein de cette histoire, qui va au-delà du simple domaine religieux,
que j'ai créé ce cours dédié à la naissance du sunnisme. Le but ce ne sera pas d'aller dans les détails, d'analyser en profondeur tous les éléments constitutifs du sunnisme, mais de vous montrer en quoi le 9e siècle a été non seulement un moment charnière pour l'islam en tant que religion, mais aussi pour l'ensemble de l'histoire arabo-musulmane. Le cours se divisera en 2 parties, la première où l'on va étudier le contexte précédent le 9e siècle, sans quoi on va pas se le cacher, on ne comprendrait pas grand chose, puis une seconde partie dédiée précisément au 9e siècle, ayant vu l'essor du sunnisme et la division de la communauté musulmane en différents groupes, luttant pour s'emparer de l'autorité politico-religieuse. Et pour tous ceux qui voudraient y accéder, il vous suffit simplement de cliquer sur le premier lien dans la description, et je vous rappelle que vous bénéficierez automatiquement d'une réduction de 50%, en sachant que le prix est de 15 € au lieu de 30 €, et que cette offre dure seulement jusqu'au 30 mai à minuit. À côté de ça, comme je vous l'ai dit, des lives seront organisés au cours du mois de juin. Dans ces directs, 3 chercheurs vont intervenir pour vous présenter 3 courants ou groupes de l'islam, le chiisme, le murtazilisme et enfin l'ibadisme, et à travers lui le kharijisme, parce que l'ibadisme est un groupe, un mouvement au sein du kharijisme. Pour information, ces lives auront lieu avec Ziad Bouakl pour le murtazilisme, Augustin Jomier pour l'ibadisme et enfin Fares Gillon pour le chiisme. Et autant vous dire que je les remercie vraiment de leur présence parce que c'est déjà très compliqué de trouver un chercheur volontaire pour ce genre d'exercice, et en plus il s'agit d'un travail qu'ils fournissent en supplément de leur activité d'enseignant-chercheur, qui je peux vous dire est assez chargé. Et puis enfin, si tout va bien, les lives se dérouleront sur 3 samedis du mois de juin à 19 h. Plus exactement, ce sera le 4 juin pour le murtazilisme, le 11 juin pour l'ibadisme, et enfin le 25 juin pour le chiisme. Et pour ce qui est de la date ou de l'horaire, sachez que je reste quand même assez prudent, car on ne sait jamais ce qui peut arriver, il peut toujours y avoir un imprévu. Quoi qu'il en soit, une fois que vous serez inscrit, vous recevrez des mails pour vous transmettre le lien du live, et vous avertir bien sûr de potentiels changements. Donc si vous souhaitez seulement vous inscrire au live et pas assister au cours, il faut passer par le 2e lien dans la description, puis vous aurez le choix entre vous inscrire à un live à l'unité, ou sélectionner l'ensemble des 3 lives. Pour info, si vous souhaitez vous inscrire à 2 lives, c'est tout à fait possible, il faut d'abord que vous débloquiez l'accès à un premier live, puis vous aurez ensuite accès au second live. Si je dis ça, c'est que tout simplement, des tarifs dégressifs sont appliqués, le live à l'unité coûte 7,50 €, tandis que 2 lives coûtent 12,50 € et 3 lives 15 €. En sachant également que ceux qui voudraient à la fois accéder au cours et ne pas se limiter à la version enregistrée des lives, qui je le rappelle est intégrée automatiquement au cours, eh bien ils pourront aussi s'inscrire au live via des liens disponibles dans le cours, et ce à des tarifs encore plus intéressants, ce qui me semble quand même assez logique. Et puis si tout cela ne vous apparaît pas hyper clair, vous pouvez me laisser vos questions dans la partie commentaires de cette vidéo. Et sur ce, je vous retrouve dans le cours ou sur les lives, ou sur les deux d'ailleurs. J'espère vous y voir nombreux, ce sera l'occasion à mon avis d'apprendre énormément de choses, puis aussi d'échanger, de débattre en tout cas, pour ce qui est de la partie des lives. Donc on se dit à la prochaine, et comme toujours vous le savez, portez-vous bien.